Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous recevrons dans un instant Salomé Tiblou-Galas, superviseur blockchain et crypto chez KPMG France, avec qui nous reviendrons sur les actualités récentes dans le monde des cryptos. Et nous en profiterons pour faire un point sur ces ETF Bitcoin Spot autorisés il y a 6 mois tout juste. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos placements financiers en cette période estivale et en cette période d'incertitude économique et ou politique. Nous en parlerons avec Vincent Danis, président de Savignan, mais aussi avec Axel Pinon, portfolio advisor chez Carmignac. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur l'application de la loi dans le temps et notamment sur la notion de rétroactivité en ces temps plus ou moins certains, notamment sur des sujets fiscalité. Nous en parlerons avec Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Com le Family Office. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et on fait le point tout de suite sur les dernières actualités, les dernières nouvelles dans le monde des crypto-monnaies ou crypto-actifs dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Salomé Tiblou-Galas. Bonjour Salomé Tiblou-Galas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Et on va revenir un petit peu sur les dernières actualités en lien avec les cryptos, mais aussi avec l'investissement. Et notamment sur ces ETF Bitcoin Spot dont on a beaucoup parlé à la fin de l'année 2023. La question était de savoir si oui ou non ils allaient être autorisés. Ils l'ont finalement été en janvier 2024. Ça fait donc 5-6 mois qu'on peut investir sur des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Quel premier bilan on peut en tirer, Salomé Tiblou-Galas ? Eh bien, le premier bilan qu'on peut en tirer au bout de 5 mois, déjà, il apparaît que c'était le plus gros lancement d'ETF de l'histoire. Donc, selon les calculs de Bloomberg Intelligence, notamment sur les ETF lancés par Grayscale et BlackRock, qui sont deux gestionnaires d'actifs. On note qu'il y a plusieurs ETF Bitcoin Spot qui ont été lancés en même temps. Et en termes de chiffres, eh bien, là aussi, on voit que c'est un très bon début, puisque les ETF Bitcoin Spot ont dépassé toutes les prévisions qu'on pouvait avoir, notamment du côté des gestionnaires d'actifs sur un an, en seulement 5 mois. Et si on regarde du côté des volumes, eh bien, c'est 300 milliards de volumes cumulés depuis leur lancement, et un peu plus précisément, peut-être sur un chiffre qui nous intéresse davantage, c'est 15 milliards de volumes entrants. Donc voilà, on se rend compte que ces ETF Bitcoin attirent de nombreux capitaux. Et ça, on peut l'expliquer comment ? C'est parce qu'il y a eu un tel traitement médiatique que ça a permis cet engouement, parce qu'il y a une volonté d'aller diversifier ses investissements sur ce type d'actifs. Quelles sont les clés d'explication qu'on peut trouver ? Oui, alors il y a plusieurs raisons. En effet, il y a aussi une raison culturelle. Aux États-Unis, ils ont l'habitude d'investir sur ce type d'actifs. Mais la principale raison, c'est que c'est un moyen pour des nouveaux entrants d'investir en Bitcoin, notamment des investisseurs institutionnels ou professionnels qui, du coup, via ces instruments-là, peuvent s'exposer à du Bitcoin de manière indirecte avec des titres financiers traditionnels, là où acheter du Bitcoin en direct, ça pouvait être un peu plus compliqué d'un point de vue réglementation, d'un point de vue fiscalité. C'est ça, ça permet quand même d'aller s'exposer à Bitcoin sans prendre le risque de sortir d'un schéma de finance traditionnel, et c'était d'ailleurs la promesse un petit peu en début d'année sur ces ETF Bitcoin Spot. C'est exactement ça, et d'ailleurs on voit qu'il y a une pression acheteuse assez importante sur le Bitcoin, puisque le cours est quand même passé de 45 000 à 70 000 $ en quelques mois avec l'acceptation de ces ETF. Il a même dépassé son plus haut historique pour la première fois avant le halving. Donc voilà, on voit qu'en effet, il y a beaucoup de nouveaux entrants sur ce marché via ces instruments. Oui, au point d'ailleurs que le halving n'a pas finalement eu l'effet escompté, puisqu'on se rend compte qu'une bonne partie de la hausse avait été réalisée avant ce fameux halving de Bitcoin. Oui, alors là, ça c'est encore une question, je pense, qui sera étudiée dans les prochains mois. D'accord, c'est trop tôt pour regarder aujourd'hui. C'est un peu trop tôt pour regarder. Souvent, la montée historique du Bitcoin qui suit les halvings arrive plutôt dans les quelques mois qui suivent. Donc je pense que ce sera intéressant de regarder ça à la fin de l'été.
Alors, on parle de Bitcoin, mais il n'y a pas que Bitcoin, il y a d'autres crypto-actifs, et notamment Ethereum. Alors, il y a des questionnements autour potentiellement d'ETF sur la blockchain Ethereum, mais il y a aussi et surtout la façon dont la SEC regarde Ethereum. Et celle-ci commence à finalement... Alors, elle valide jamais explicitement, mais implicitement, elle donne des indications quand même sur la façon dont elle voit Ethereum. Exactement. Donc, des ETF adossés sur l'Ethereum au comptant, encore une fois, ont été acceptés par la SEC, donc la Security and Exchange Commission, qui est le régulateur américain, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est un grand pas pour l'écosystème. Ils n'ont pas encore été lancés, ils devraient être lancés courant de l'été, en tout cas dans les prochains jours. Et ça permet de statuer un peu sur le statut réglementaire d'Ethereum, parce qu'il y a encore quelques temps, on disait que la SEC, justement, considérait Ethereum comme étant une security, donc un titre financier, ce qui a de très fort impact, puisque les securities aux États-Unis sont régulées de manière beaucoup plus drastique que les commodities, les marchandises. Donc ça voulait dire pour tous les acteurs qui proposent des services en Ethereum une sorte d'avalanche de régulation et stopper en tout cas ces services-là aux États-Unis. Et bien avec l'acceptation de ces ETF, il semblerait que le régulateur ait fini par statuer en faveur d'Ethereum en tant que commodity. Et d'ailleurs, ils ont arrêté les poursuites qu'ils avaient envers Consensus, la société mère d'Ethereum, en tout cas à ce sujet-là. Quand on dit il semblerait, c'est-à-dire que rien n'a été dit officiellement, simplement on en déduit du comportement de la SEC qu'on traiterait plus un ETF Ethereum comme une commodity, comme une security, c'est ça ? Exactement, on prend toujours des précautions de langage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de définition claire des crypto-monnaies aux États-Unis. C'est pour ça qu'on se demande toujours si ça tombe sous le coup de la régulation de la CFTC qui régule les commodities ou de la SEC qui régule les securities, dirigée par Gary Gensler. Et c'est vrai qu'il menait un peu une croisade contre les acteurs crypto depuis quelques mois. Ça a l'air un peu aussi de changer dans le contexte des élections américaines. On s'est rendu compte que les crypto-monnaies étaient un peu devenues un enjeu qui attire plus d'électorats, en tout cas qui n'en retire. On en avait effectivement parlé sur ce plateau. Alors là, on parle des deux crypto-monnaies les plus connues. Est-ce que ça veut dire est-ce que ça ouvre la voie à d'autres ETF sur d'autres crypto-monnaies, sur la manière dont elles sont traitées effectivement par le régulateur américain ? Eh bien, c'est toute la question. C'est que maintenant que Ethereum et Bitcoin ont été acceptés en tant que collatéral pour des ETF, on peut considérer que c'est des commodities et ça a été fait en grande partie sur un critère de décentralisation, parce que c'est ça aujourd'hui qui permet de les ranger dans la catégorie security ou commodity. Donc on se pose la question pour les autres crypto-monnaies. Encore une fois, pas de définition claire, donc c'est assez compliqué de les ranger. Mais la question se pose d'autant plus là sur Solana, puisque Vanek, qui est un des gestionnaires d'actifs qui a déposé une des demandes pour des ETF Bitcoin au début de l'année, et 21Share, qui est également un gestionnaire d'actifs européen, ont déposé des demandes pour des ETF adossés à du Solana au comptant. Spot, donc. Spot, exactement. Donc là aussi, on se pose toute la question. Ça dépendra de différents facteurs. Peut-être que les élections américaines et leur issue peuvent aussi avoir un impact là-dessus. Et puis ça va amener d'autres questions. Salomé Tiblou-Galas, un ETF ne suit pas forcément une valeur quand on parle d'une action. Parfois, ça suit un panier de valeurs, ça suit un indice. Est-ce que demain, on pourra imaginer des ETF suivant plusieurs cryptos, par exemple ? Exactement. Du coup, il y a en effet la question du Solana, mais en tous les cas, la conviction qu'on a, c'est qu'on va voir arriver dans les prochains mois énormément de demandes d'ETF sur d'autres crypto-monnaies, mais aussi des demandes d'ETF avec plusieurs sous-jacents, des ETF hybrides. Et d'ailleurs, Vanek a déjà déposé une demande pour un ETF ETH et Bitcoin, à voir comment ça le compose. Alors que l'ETH n'est même pas encore totalement officiellement sorti, mais déjà on anticipe la suite de pouvoir mixer Bitcoin et Ethereum, par exemple. Exactement, et peut-être même avec du Solana ou d'autres crypto-monnaies par la suite. Si elles sont autorisées également. Merci beaucoup Salomé Tiblou-Galas de nous avoir accompagnés dans l'émission Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle gestion de ces placements financiers adopter cet été et pour la fin de l'année dans un contexte d'incertitude. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Axel Pinon. Bonjour Axel Pinon. Bonjour. Vous êtes portfolio advisor chez Carmignac et nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Danis, président de Savignan. Bonjour Vincent Danis. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous pour cette émission dédiée
à l'incertitude et aux vacances quelque part, à l'incertitude et à la période estivale. Alors on a des incertitudes politiques, que ce soit en France ou sur les élections présidentielles aux États-Unis. On en parlera peut-être également, on en parlait juste avant l'émission, une incertitude qui peut venir de Chine également, et puis une incertitude économique bien sûr sur les stratégies de banque centrale, sur un marché de l'immobilier en France qui a du mal peut-être à retrouver des couleurs, et aussi évidemment sur les marchés boursiers, une incertitude vis-à-vis de la résistance des entreprises ou des économies, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le décor est rapidement posé, puis je vais me retourner vers vous, Axel Pinon. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail des sujets, comment est-ce que, en tant que portfolio advisor chez Carmignac, vous abordez cette deuxième partie d'année alors qu'on est à peine entré dans la période estivale en France? On a effectivement eu ces élections législatives anticipées qu'on n'avait pas forcément anticipées. Justement, comment est-ce que vous abordez ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? Alors effectivement, beaucoup d'incertitudes politiques, géopolitiques, sur le front des politiques monétaires, avec la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne qui vont se réunir d'ici la fin du mois de juillet. Puis la saison des résultats qui va démarrer et qui arrive avec des anticipations assez élevées de la part du consensus aux États-Unis et en Europe, donc un potentiel risque de déception. Alors après, tout n'est pas noir non plus. Quand on regarde le contexte macroéconomique, il y a encore quelques mois, on imaginait que c'était impossible de retourner vers la cible d'inflation sans passer par la case récession. Bien sûr. Puis au final, maintenant, c'est un scénario qui est assez exclu pour les prochains mois. La récession ne fait plus partie des scénarios principaux qu'on peut imaginer. Donc on a une croissance économique qui décélère, mais graduellement. Une inflation qui retourne vers sa cible, graduellement elle aussi. Et donc des politiques monétaires qui sont là en soutien en cas de besoin et donc un assouplissement qui est à venir. Avec quand même deux réalités différentes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On a une économie qui résiste un peu plus aux États-Unis que ce qu'on peut voir en Europe à l'heure actuelle. Voilà, en Europe, alors on a eu 5 trimestres de stagnation, enfin de baisse même de l'économie. Là, on rentre plutôt dans une petite parenthèse enchantée où ça va un petit peu mieux. Ça reste très médiocre, mais voilà, on n'a pas de scénario catastrophe et c'est ça qu'il faut retenir. Mais dans ce contexte, peut-être la principale zone d'inquiétude pour nous, c'est le niveau de valorisation. D'accord. C'est vrai, quand on regarde les principaux indices boursiers, on est à des plus hauts historiques. C'est vrai, sur beaucoup de valeurs aux États-Unis, on a atteint des plus hauts historiques sur l'ensemble des GAFA. Là. Oui, bien sûr, les 7 magnifiques, enfin 6 ou 7, on ne sait pas. Mais ouais. Donc là, on a quelques incertitudes à venir parce que beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. Donc le réservoir de bonnes nouvelles à venir commence à s'amoindrir. Donc, aux États-Unis comme en Europe? Aux États-Unis comme en Europe. C'est-à-dire que quand les valeurs fonctionnent, on se demande si elles ne sont pas survalorisées et si elles ne laissent pas à la traîne un marché de small et mid cap qui a un peu plus de mal à s'en tirer, c'est ça? Il y a eu, on le sait, une vraie polarisation avec un petit nombre de gagnants et le reste du marché qui a moins bien marché. Mais ce qu'on voit, c'est quand on regarde les anticipations de croissance des bénéfices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elles sont assez élevées pour les prochains mois ou même pour l'année à venir, sur une année glissante, alors qu'on parlait tout à l'heure de cette décélération graduelle de l'économie. Donc c'est assez dur de croire qu'en même temps, toutes les entreprises cycliques pourraient rebondir à un moment où la croissance, elle, ralentit. Oui, bien sûr. Oui. On a cette dichotomie qui entre en jeu. Donc ça veut dire énormément de sélectivité. La gestion des risques risque de devenir plus importante que ça n'a été le cas pour les derniers mois. Mais des choses très intéressantes à faire, on pourra en reparler, que ce soit sur les actions, surtout avec un angle international pour diversifier un petit peu ce risque dont on parlait tout à l'heure. Et également sur les obligations. Sur les obligations, on va avoir une préférence à prêter aux entreprises plutôt qu'au gouvernement parce qu'on voit les déficits exploser, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et qui ont été mis à l'ordre du jour là avec ces élections législatives, justement. Exactement. Ouais. Et donc là où sur les entreprises, il y a eu un effort de désendettement un peu plus important qui a été fait au cours des dernières années, donc beaucoup plus d'opportunités sur ce front-là. Vincent Danis, beaucoup d'incertitudes soulevées. Quand on était investisseur particulier il y a 6 mois, on lisait la presse financière et on avait l'impression que la boussole, c'était stratégie des banques centrales, stratégie des banques centrales. Tout dépendra des stratégies des banques centrales. Ça donnera le là sur l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde quand on accompagne des particuliers, avertis ou non, dans leurs investissements? Alors, on va toujours rester attentif aux taux et à l'évolution des taux. Mais quand on est épargnant en France, il s'est produit des éléments perturbateurs sur les taux qui n'avaient rien à voir avec les mouvements de la BCE. Donc on doit en tenir compte parce que ça reste un peu comme la météo des vacances, le baromètre à partir duquel tous les placements vont pouvoir se placer. On regarde l'emprunt d'État français à 10 ans
et on se dit quelle est la prime de risque qui apparaît dans les autres actifs par rapport à ce baromètre. D'accord. Après, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, eh bien, ça va être, comme d'habitude, de jouer le caméléon par rapport au degré de risque que chaque épargnant souhaite prendre. Et là, selon que l'on est face à des gens prudents ou à des gens plutôt dynamiques et opportunistes, eh bien, on va avoir toute une panoplie de solutions à proposer. Pour les plus prudents, on reste dans un contexte 2024-2025 où, grâce aux assureurs, avec les fonds en euros bonusés, on a une solution pour dormir tranquille, probablement jusqu'en janvier 2026, avec des rendements embarqués qui peuvent aller de 3,5 à 4,70 selon les assureurs, et en ayant a priori pas beaucoup d'émotions entre-temps. L'écartement des spreads, alors même si effectivement le niveau de la dette française est revenu sur son niveau initial et c'est finalement ailleurs, et notamment en Allemagne, que le spread s'est écarté, mais c'est une source d'inquiétude pour les investisseurs français, pour le fonds euro. Alors pour le fonds en euro, non, puisqu'aujourd'hui, de mon point de vue, la performance du fonds en euros, elle vient essentiellement des efforts qu'ont décidé de faire les assureurs en puisant dans leurs réserves passées. D'accord. Donc même si la performance court terme vient bien sûr jouer un rôle, c'est plutôt cette générosité-là qu'il va falloir apprécier et mesurer. En revanche, les écarts de spread, voire les tensions sur les taux, alors que la BCE baisse et que les taux français montent, sur d'autres classes d'actifs, comme l'immobilier de rendement par exemple, ça va présenter des risques, notamment dans les évaluations de milieu d'année, où on va probablement assister à une nouvelle baisse de valorisation sur l'ensemble des actifs de rendement, du fait de ce pincement de la prime de risque qui va être constaté au 30 juin. Donc l'incertitude sur l'immobilier qu'on constate quand même depuis un an maintenant, ce que vous dites, c'est restons prudents sur cette classe d'actifs, ou en tout cas sur l'immobilier de rendement. Et sur l'immobilier que l'on a déjà engrangé, il ne faut pas s'attendre à des miracles, parce que les expertises vont probablement être homogènes pour tout le monde. Après, je crois que vous avez eu une table ronde il n'y a pas longtemps sur ce sujet avec Guy Marty et Jérémy Chor. Bien sûr, qui nous parlait du cycle de l'immobilier, les cycles longs de l'immobilier, bien sûr. Oui. Et on voit qu'il y a un marché à deux vitesses, avec des SCPI nouvelles qui, ayant l'avantage de collecter, peuvent investir dans d'excellentes conditions. Donc là, pour un épargnant qui n'est pas pressé et qui ne va pas pendant 2 mois regarder ce qui se passe jour après jour, s'il est sur un horizon de 8 à 10 ans, il va probablement réaliser de très bonnes affaires. Après, si on est beaucoup plus dynamique et opportuniste, il va probablement aussi y avoir des belles occasions à saisir durant cet été. On voit depuis un an que les fonds structurés présentent un réel attrait pour beaucoup d'épargnants, mais c'est souvent parce qu'il y a des pics de volatilité. Et quand il y a des pics de volatilité, si on est attentif, on peut prendre des photographies des points de constatation initiaux qui seront des bons points d'entrée pour le structuré qui est tarifé. Avant de repasser la parole à Axel Pinon, le risque politique, qu'il soit en France, en Europe ou aux États-Unis, d'ailleurs, est-ce qu'on parle de risque, est-ce qu'on parle d'incertitude? Ça, ensuite, chacun a sa définition. Est-ce qu'on l'intègre dans les placements qu'on réalise à mi-année 2024? Oui, puisqu'il y a tout un tas d'éléments qui vont faire qu'on aura des gens plus ou moins inquiets. On a eu une vague d'intérêt pour l'assurance vie luxembourgeoise qu'on ne s'attendait pas à avoir sur les 3 dernières semaines cette année, ouais, c'est ça. Et qui est venu vraiment des épargnants, qui n'est pas venu de notre part en alerte. Donc on voit bien qu'il y a des craintes. Globalement, on est dans un pays où les gens trouvent, quel que soit le niveau d'impôt qu'ils payent, qu'ils en payent trop et qu'ils se porteraient mieux s'ils pouvaient en payer moins. Donc là, la phase d'incertitude, si en plus elle est accompagnée d'effets d'annonce, on peut avoir une phase d'attentisme. Donc dans ces cas-là, de mon point de vue, n'ayant pas de boule de cristal, il faut simplement rester les pieds sur terre et se dire, il y a déjà tout un tas de dispositions que l'on peut prendre. Par exemple, se doter des enveloppes fiscales dont on ne disposerait pas tant qu'elles existent, et en se disant que s'il n'y a pas de rétroactivité, elles pourront au pire ne servir à rien, mais au mieux se révéler diablement utiles s'il y avait une évolution par la suite. Axel Pinon, on tourne donc cette émission entre le début et la mi-juillet. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est le moment de réaliser des arbitrages? Est-ce qu'il faut garder la tête froide parce qu'on est sur les marchés financiers, que les marchés financiers c'est du long terme quand même pour un certain nombre d'épargnants? Comment est-ce qu'on aborde la période? C'est ça, tout est toujours une question d'horizon de temps quand on investit dans les marchés, et avoir un bon point d'entrée, c'est quand même la chose la plus difficile à faire. Donc c'est toujours investir de manière graduelle, surtout quand on parle des investissements actions. Dans les actions, il y a encore de belles histoires devant nous.
Il y a eu des belles histoires sur les derniers mois, mais il y en a encore beaucoup à venir. Ce que je disais tout à l'heure, investir avec un angle international, c'est intéressant parce qu'on le voit, les risques qui sont aussi bien en Europe, aux États-Unis et en Chine, et peut-être même ailleurs, il y a la géopolitique qui rentre en jeu aussi. Ça veut dire aller sur ces 3 régions-là, par exemple, aller sur les émergents un peu plus Voilà, diversifier. On a des grands thèmes qui ont beaucoup marché. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est diversifier des avoirs qu'on peut avoir dans Nvidia. Il n'y a pas que Nvidia dans l'intelligence artificielle et aller ailleurs dans la chaîne de valeur. Il y a des très grandes entreprises, fournisseurs clés pour Nvidia, que ce soit à Taïwan, en Corée du Sud, qui n'affichent pas les mêmes multiples de valorisation. Donc voilà, on va diversifier les grands gagnants, diversifier de manière géographique. Et puis, il y a des moyens de couverture. La volatilité a été extrêmement basse au cours des derniers mois. Mettre en place des couvertures via des options sur les derniers mois a été assez facile, peu onéreux. Et donc, pour des fonds de gestion active, ça a été des moyens très intéressants pour se préparer pour des mois un petit peu plus turbulents. Avant de passer la parole à Vincent Danis, une question que je vous poserai aussi dans un instant. Faut-il oublier les obligations à mi-année 2024 ou au contraire, ça reste un moyen de trouver du rendement aujourd'hui? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les obligations d'entreprise, il y a encore des choses très intéressantes à faire. On a encore des rendements qui sont très attractifs et encore plus si on les met au regard de ce qu'on a pu connaître il y a encore quelques années. Bien sûr. Dans des fonds à échéance, ça permet d'avoir de la bonne visibilité, du rendement jusqu'à échéance. Donc voilà, c'est des rendements qui sont encore très attractifs malgré le succès que ça a eu sur des derniers mois. Donc non, le crédit, on est encore très positif. On est payé pour attendre avec un portage élevé et des rendements attractifs. Vincent Danis, qu'est-ce qu'on fait à mi-année? Est-ce que du coup les obligations restent quand même effectivement ces obligations qui sont revenues un peu sur le devant de la scène depuis un an, à l'été 2023, on avait organisé une grande migration estivale pour sortir de l'immobilier de rendement et aller vers les obligataires datés, et notamment chez Carmignac d'ailleurs. D'accord. Ce sera un petit peu moins le cas à l'été 2024, même si les fonds obligataires restent attractifs, simplement parce qu'on a vu apparaître ces bonus sur fonds en euros qui deviennent en tout cas un complément possible ou une alternative, en ayant à la fois un taux de rendement embarqué qui n'est pas si éloigné en tout cas de l'investment grade, et en ayant une garantie en capital en complément. Donc, mais sachant que le bonus ne durera pas éternellement. Donc on est sur du 18 mois, on est jusqu'à janvier 2026. D'accord. Et au-delà, il faudra probablement faire autre chose. C'est-à-dire qu'un des vrais attraits des fonds obligataires datés, c'est peut-être de nous embarquer jusqu'à l'échéance 2029 en ayant des rendements embarqués qui, a priori, si les titres ont bien été sélectionnés, tiendront leurs promesses. Après, pour les gens qui veulent absolument rester tranquilles cet été, il y a un actif dont on n'a pas encore parlé, mais que nous, on aime bien. Et qu'on peut mentionner en 30 secondes. C'est que quel que soit le locataire de Matignon, les arbres vont continuer à pousser 3% par an. Et nous, on aime bien les groupements forestiers dans lesquels on a cette croissance de 2 à 3%, et on a en plus une réduction d'impôt à l'entrée. Croissance de 2 à 3% dans les forêts ? Un arbre pousse de 2 à 3% par an. Mais la performance du fonds... Ça peut dépendre du dérèglement climatique, mais pas du locataire de Matignon. Mais la performance des fonds des groupements forestiers sont généralement plus de 1% plutôt que de 3%, non ? En fait, aujourd'hui, la performance est supérieure parce qu'on a assisté à une vive revalorisation des hectares de forêt qui, au départ, étaient notoirement sous-évalués et qui n'ont pas encore complètement terminé leur rattrapage. Donc les perspectives sur les prochaines années, c'est plutôt d'aller compléter ce rendement qui reste faible dans un univers de taux qui monte ou qui est relativement élevé, mais avec une plus-value peut-être à la clé. Eh ben merci pour cette ouverture. Merci beaucoup Vincent Danis, président de Savignane. Merci Axel Pinon, portfolio advisor chez Carmignac. Merci à tous les deux. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Et nous allons revenir sur une thématique centrale, celle de l'application de la loi dans le temps et notamment sur la notion, sur le concept de rétroactivité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Com, le Family Office. Et si on parle de rétroactivité aujourd'hui, c'est parce que ces dernières semaines, durant la campagne des législatives anticipées en France, il y a eu beaucoup d'annonces, notamment d'annonces de mesures fiscales, et ça pose la question de la rétroactivité, de savoir à quelle sauce on pourrait être mangé à l'avenir sur ce qu'on a
possédé, eu, gagné dans son passé. Exactement. Donc, on va rappeler le contexte. Distribution de l'Assemblée nationale. On a des nouveaux blocs, donc avec une montée donc, du NFP, le RN et puis l'ensemble. C'est les 3 principaux blocs. Au niveau des mesures fiscales qui ont été présentées tout au long des élections, il y a eu l'ISF, le retour de l'ISF. Bien sûr. La création d'un IFF, impôt sur la fortune financière. Donc ça, c'est le RN. Et puis surtout, on a le sujet de la flat tax. Aujourd'hui, on a une imposition plutôt clémente sur les revenus de placement mobilier. Ouais. Et on a une volonté de suppression de la part du NFP, aussi une légère suppression avec un seuil à 60 000 € pour le RN. Du coup, la question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, avec ces 3 blocs, donc les délais de mise en œuvre. Donc ce qu'on a pu voir avec les derniers chiffres au niveau de ces 3 blocs, donc il n'y a pas de majorité absolue. Oui. Voilà. Ouais. On a le NFP qui a donc 182 places, ensemble on a 168, et le RN 143. Donc la majorité absolue c'est 289. Bien sûr. Ouais. Aucun ne dispose de cette majorité absolue. Donc du coup on va se retrouver avec une majorité qui fait que on va avoir un délai plus long pour l'adoption des lois, là où le NFP était parti sur une date du 4 août, pour faire référence au 4 août 1789 qui marque l'abolition des privilèges. Bien sûr. Et là, du fait donc, de l'absence de cette majorité, il n'y aura pas forcément de choses qui vont bouger. Mais néanmoins, s'il y a des lois qui vont être peut-être votées, on se pose la question de la rétroactivité, comme vous le disiez donc, du coup, en introduction. On a 3 hypothèses. Absence de rétroactivité, donc notamment pour l'IFI. S'il y a une loi qui est votée en 2024, elle va s'appliquer pour l'IFI 2025. D'accord. Une loi pour l'ISF. Exactement. Ouais. Enfin, retour de l'ISF. Le retour de l'ISF qui viendrait remplacer l'IFI. Ouais. Exactement. Donc quand on dit absence de rétroactivité, c'est que du coup, c'est une loi votée pour l'avenir. D'accord. On vote quelque chose en 2004 qui prendra effet au 1er janvier 2025. Ensuite, on a ce qu'on appelle la petite rétroactivité, c'est-à-dire que la loi va être votée, elle va s'appliquer sur les revenus de l'année. D'accord. Notamment sur l'impôt sur le revenu. Lorsque vous déclarez vos impôts sur le revenu, en 2025, vous déclarez vos impôts, mais c'est sur les revenus de 2024. D'accord. S'il y a une loi qui est votée en 2024 c'est possible. C'est possible une modification éventuellement de votre barème. Donc on a en tête les 14 tranches du NFP avec un taux maximum de 90% de 400 000 €. Après, on a derrière le Conseil constitutionnel qui peut également intervenir pour une fiscalité confiscatoire. D'accord. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la rétroactivité. Donc là, ce serait une mesure assez lourde parce que ça va concerner les mesures passées. Je vous donne un exemple, la flat tax. Si une loi est votée sur la suppression de la flat tax et qu'elle est rétroactive, on va avoir du coup une application, donc ce qui est proposé en phase de la flat tax, c'est l'application du barème de l'impôt sur le revenu. On va avoir du coup une application dès le vote de la loi, voire même avant la promulgation. D'accord. Donc vous retrouvez... Mais ça peut revenir sur les années précédentes sur... Années précédentes. D'accord. Tout ce qui est fait est fait. Tout ce qui est fait est fait, mais si vous avez fait une distribution de dividendes, je sais pas moi, au mois de mars, donc normalement vous avez la flat tax, mais l'option pour la flat tax, elle est matérialisée lors de votre déclaration en 2025. D'accord. Okay. Il est possible que lorsque vous allez faire votre déclaration 2025, c'est qu'entre-temps, la flat tax a été supprimée. Donc tout ce que vous avez pu faire sur l'année 2024 serait soumis à l'impôt sur le revenu. Alors je parle au conditionnel. Oui, bien sûr. On n'en sait rien. On n'en sait rien. L'absence de majorité absolue fait qu'on va être un peu, pas dans la confusion, mais il va pas grand-chose... Enfin, peu de choses vont se passer pour ces prochains mois, voire années. Mais alors, en quelques secondes, dans votre rôle d'ingénieur patrimonial, est-ce que cette instabilité ou cette incertitude fiscale à court terme peut avoir des incidences ? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations de nos clients sur la distribution de dividendes, notamment les holdings qui ont beaucoup de trésorerie. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut pas pousser les gens à vider les holdings pour faire des distributions de dividendes et acter la flat tax, parce qu'on ne sait pas si elle va être rétroactive ou pas. D'accord. En revanche, s'il y avait déjà une volonté de distribuer, parce qu'il y a un besoin en face, dans ce cas, on peut envisager une distribution de dividendes. Pareil sur l'ISF, le retour de l'ISF, on n'a pas vraiment grand-chose en termes d'optimisation. Parce qu'on ne sait pas si vraiment l'ISF va être établi, bien sûr. Sous quelles conditions, sous quel barème. En revanche, pour tout ce qui est donation, étant donné que lorsque vous payez vos droits de donation chez le notaire, c'est un paiement libératoire. Vous faites une donation aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question. Bon, pareil pour le pacte du travail. On finira là-dessus avec cette bonne nouvelle du coup. Voilà. Merci beaucoup Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Com le Family Office. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.